Après Éric Ciotti, c'est au tour de notre ancien Premier ministre Édouard Philippe d'exposer un plan pour la retraite par capitalisation. Alors j'avais pas parlé vraiment du plan de Monsieur Ciotti parce que j'allais juste répéter en boucle, bah c'est pas assez. Mais pour Monsieur Philippe, j'ai été alpagué par le chiffre de 15%. Et donc plutôt que vous lire l'article, on va directement regarder sur France Inter ce qu'il disait, Monsieur Philippe. Alors je vous ai passé une grosse partie de l'interview où, bon déjà il fait la promo de son livre, et aussi il parle du vieillissement de la population, enfin de l'augmentation de l'espérance de vie, et donc dans le cadre du vieillissement de la population, il parle aussi de la baisse de natalité. Elle vieillit. Parallèlement, deuxième élément du piège démographique, la dénatalité. On a commencé beaucoup plus tard là-dessus que les Italiens et les Allemands. Mais c'est très net, 1,62 enfants par femme, c'est comme ça qu'on compte. En France, au global, 1,58 si on regarde exclusivement, je crois, la France métropolitaine. On est donc dans une situation où nous ne renouvelons pas les générations. Notre société vieillit et le nombre de jeunes, lui, se raccourcit et se rétrécit de façon très forte. Vous allez me dire, bah, très bien, c'est la vie, c'est les gens qui décident ou pas de faire des enfants. Peut-être. Mais Alors, évidemment que ça rentre en compte, les gens qui veulent ou non faire des enfants, évidemment, mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste un truc qui est tombé du ciel et voilà, on fait moins d'enfants. Et donc, dans le cas de la France, je crois que j'ai déjà dû prononcer la phrase sur cette chaîne, mais l'écrasement fiscal en est une cause non négligeable de cette chute de natalité. Pour preuve, je vous propose une petite étude de l'INSEE qui date de 2020, donc les chiffres sont pas à jour, mais la mécanique reste la même. Et donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Donc, fécondité des femmes selon le niveau de vie après révision, et chaque point représente une tranche de revenus. Donc ici, par exemple, ce sont les 0 à 10% des revenus les plus élevés. Ici, de 10 à 20, ici de 20 à 30, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que pour les 20% des ménages avec le plus faible revenu, on est au-dessus du taux de remplacement, de 2. Pas du taux de grand remplacement. Je ne vais pas parler d'immigration dans cette vidéo. Et par contre, pour les ménages allant de 20% à 80% sur la distribution, je dirais même 90, on est plutôt nettement en dessous. Et donc pour rappel, les données ne sont pas à jour, je crois que ça va de 2012 à 2017. Donc aujourd'hui, c'est encore pire que ça. Mais en fait, ce qu'on remarque surtout, c'est cette forme un peu bizarre là, ce gros creux. Toute la classe moyenne est inclue dans ce creux. Donc dès le moment où on devient un bénéficiaire net à l'État, donc dès qu'on commence à payer des impôts supérieurs aux aides qu'on peut recevoir, on n'a plus envie de faire d'enfants. Et il n'y a que quand on est vraiment plutôt très riche, hein, donc quand on fait partie des 10% des plus riches, qu'on se rapproche quand même nettement du taux de remplacement. Donc non seulement la fiscalité est désincitative de travailler, d'entreprendre, c'est déjà une désincitation économique, mais c'est aussi une désincitation démographique. Parce que quand tous les mois tu reçois ta fiche de paye, que tu vois qu'environ la moitié se font prélever pour être envoyés en retraite ou dans de la dette, c'est pas un moteur de bonheur. Donc la classe moyenne a été tellement appauvrie et tellement précarisée que tous les facteurs qui participent à une démographie plus saine, plus haute en tout cas, sont devenus inaccessibles pour la classe moyenne. C'est extrêmement dur de devenir propriétaire à cause des prix et les taux d'intérêt qui montent. C'est très dur de mettre de côté parce que tout ce qu'on pourrait mettre de côté est pris en impôts, et ce qu'on arrive à épargner est aussi imposé. De plus en plus de monde vit à la dizaine d'euros près. Quoi que tu fasses, t'as l'État qui te regarde. Et bon là, je ne parle que des facteurs économiques. Il y a évidemment des facteurs, on va dire, sociétaux au sens plus large que ça, mais manifestement, la fiscalité joue quand même un rôle assez important. Et donc là, on a deux approches à ce niveau-là. Les classiques, le communisme ou le libéralisme. On regarde le graphe, on se dit, ah bah ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est ceux qui ont des aides, donc il faudrait aider tout le monde. Sauf que déjà, c'est pas possible. Même en taxant la moitié de la fortune de Bernard Arnault, on ne couvre pas le déficit annuel. Et si le plan c'est d'appauvrir tout le monde, bah super. Je pense qu'on sera très content. On aura beaucoup d'enfants, mais on n'aura pas de quoi manger. Soit on essaye d'aplatir un peu la courbe, en lâchant la grappe à la classe moyenne, par exemple. Pas qu'à la classe moyenne d'ailleurs, mais avant tout à la classe moyenne, qui se fait tellement massacrer qu'elle a même plus envie de faire des gosses. Plus envie de rien, la pauvre classe moyenne. On revient sur Edouard. ça a une conséquence décisive sur notre système social. Pourquoi? Parce que notre système social, il est fondé sur l'idée que ceux qui travaillent, les actifs, payent l'essentiel de la protection sociale pour ceux qui ne travaillent plus, et qui ont travaillé évidemment, qui ne travaillent plus. Et si vous avez une dénatalité qui dure, ça veut dire que le nombre des actifs dans 20 ans, dans 18 ans, va lui être considérablement réduit. La population active, le nombre de gens qui travaillent et qui sont au chômage, mais en âge de travailler, a diminué de 2 millions de personnes. Quand votre population active diminue, vous créez nettement moins de richesses et vous ne pouvez plus prendre à votre charge ceux qui sont plus vieux que vous. En effet, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer, hein. Toutes les prévisions disent que le nombre de retraités par actif ne cesse d'augmenter.
Donc ça, c'est la description. Quelle est la prescription? Ça veut dire, Quelle est votre eh ben, proposition dans le programme si vous- sur la question des retraites qui est capitale? si vous comprenez le piège démographique dans lequel nous sommes en train d'entrer, si vous regardez ce qu'ont fait les pays qui sont déjà dans ce piège démographique, vous constatez deux choses, ou plus exactement, vous constatez trois choses. La première chose, c'est que effectivement, pour sauver la partie de leur système de pension qui repose sur la répartition, ils ont accepté de travailler plus longtemps. Ça, à chaque fois que c'est mentionné, je suis obligé de le dire, mais ça ne suffit pas. On peut monter à 70 ans, ça ne suffira pas à financer notre système. Ils n'ont pas fait de gaieté de cœur. Madame Meloni, je le dis souvent, a fait campagne contre les 67 ans, qui est déjà l'âge de départ à la retraite en Italie. Et une fois qu'elle est devenue Première ministre, elle a laissé les 67 ans et un certain nombre de ses ministres évoquent aujourd'hui les 70. Donc on travaille plus longtemps. On travaille plus nombreux aussi, hein. La deuxième chose, c'est mettre en place un système de capitalisation qui n'a pas vocation à remplacer complètement la répartition, mais qui doit venir compléter le système de répartition. Combien? Monsieur Philippe voit la chose à l'envers. À mon humble avis, il est plus juste de fonctionner majoritairement en capitalisation, avec un filet de sécurité répartition, pour les plus modestes, que de raisonner majoritairement répartition et, voilà, on peut pas parler de filet de sécurité, mais petite partie capitalisation. C'est beaucoup plus juste comme ça, puisque ça évite les grosses dérives de type retraite de fonctionnaires cumulés, comme celle de Monsieur Hollande par exemple. C'est le cas extrême, mais ça permet d'éviter les retraites, comme diraient certains, les retraites géantes des boomers. Et ça permet de se focaliser sur ceux qui ne peuvent pas vraiment épargner pendant leur vie. Parce que j'ai beau être un grand défenseur du libéralisme, il y a forcément des gens qui vont se retrouver dans ce cas-là, où ils n'ont pas pu du tout épargner parce qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pendant toute leur vie. Et je ne souhaite pas leur mort dès leur passage à la retraite à ces gens-là. J'ai pas non plus envie qu'ils bossent jusqu'à 90 ans. Donc majorité capitalisation et filet de sécurité et répartition, très bien. L'inverse, ça permet juste de faire vivoter ce système. 10% des pensions de 10, 15, retraite, 10, 10, 15, 15? 20. En Allemagne, c'est environ 15. En France, c'est environ 2%. Et 15, c'est pas assez. On paye 20% des retraites par de la dette. Donc c'est mieux que rien, c'est sûr, mais ça ne suffit même pas à garder le système à l'équilibre. En prenant en compte que la partie payée par de l'impôt, on va dire, est légitime. Et en plus, bon, la partie dette va augmenter encore plus. Donc, pardon, c'est vrai qu'il a parlé d'augmenter le temps de travail. Si on passait à 67 ans et qu'on mettait 15% de capitalisation, on serait sûrement à l'équilibre. Il y aurait toujours la partie impôt en trop, mais au moins on ne s'endetterait pas pour payer des retraites. On peut aller plus loin, hein. On peut arriver, à mon avis, à 15%. Ça prendra du temps, mais c'est indispensable. Ça redonnera un peu de liberté individuelle à ceux qui veulent partir à la retraite, et ça, c'est précieux. Et ça permettra de garantir le financement Donc des vous assumez. Ah oui, aussi, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'un autre point, de pourquoi la majorité capitalisation est plus souhaitable que la majorité répartition. C'est qu'avec la majorité capitalisation, si vous vous débrouillez très très bien au début de votre carrière, tout ça, vous arrivez à beaucoup épargner au début de votre carrière, vous pouvez partir à la retraite beaucoup plus tôt que 65 ans. Pour reprendre l'exemple que j'avais utilisé pour ma vidéo sur les retraites, typiquement si vous arrivez à épargner environ 12 000 euros par an, et que en plus quand vous arrivez vers vos 45-50 ans, vous recevez un héritage, c'est pas complètement déconnant de pouvoir partir à la retraite à ce moment-là. Parce que là, avec le taux de 7,22%, je fais de tête, donc le chiffre sera sûrement faux, mais en imaginant qu'il a commencé à travailler à 25 ans, ce monsieur, bon, je vais faire le calcul, ça fait un peu moins de 800 000. Donc s'il touche un héritage de, allez, on va dire 250 000, 300 000, ça pourrait lui faire une retraite de environ 35 000 euros par an, ce qui est pareil que son salaire. Et donc si on veut à ce taux-là atteindre égalité à peu près avec son salaire, il a besoin de travailler 30 ans, donc même sans héritage, à 55 ans, il peut partir à la retraite. On revient à Édouard. Si vous êtes élu président dans 2 ans, oui, vous allez lever l'âge de départ à la retraite, même si vous dites que c'est plus vraiment la question, mais vous le ferez et vous ouvrirez la capitalisation à 10-15%. C'est ça que les gens veulent entendre. Ils veulent savoir sur. C'est très exactement ce que je dis, et je dis même que toutes celles et ceux qui racontent que l'on peut baisser l'âge de départ à la retraite, qui racontent que l'on peut ne pas tenir compte de ce qui est en train de se passer dans notre démographie, Ils mentent. ils sont dans le déni du réel. Ou il mentent, en effet. Alors au montage, je me suis rendu compte que je suis passé un peu rapidement sur ce point-là. Mais en soi, si on passe par la capitalisation, par une part plus grosse que 15% de capitalisation, on peut totalement au moins maintenir l'âge actuel de la retraite. Pour ceux qui travaillent dans le privé en tout cas. Et avec une part suffisamment grande, on pourrait même le baisser, cet âge de la retraite. C'est quand même magique la capitalisation. Ils sont dans le déni du réel. Et l'exemple espagnol, l'exemple italien, l'exemple allemand, que ce soit pour des gens qui sont très à droite ou très à gauche, devrait leur ouvrir les yeux. Voilà, donc ça, après, on change complètement de sujet.
Mais bon, bah comme Éric Ciotti, ça va, à mon goût, pas du tout assez loin. Mais déjà, on commence à parler de capitalisation pour... bon, malgré ce qu'on en pense, ça reste un candidat relativement sérieux à la présidentielle, monsieur Philippe. Qu'on soit d'accord ou non, si on croit les sondages, il a quand même une bonne chance d'arriver au second tour. Donc ce n'est pas désagréable. On sent un petit vent libéral s'emparer de la haute sphère politique. Mais la natalité, c'est un sujet que j'aurais bien aimé traiter dans une vidéo sur la chaîne principale. Bon, malheureusement, je suis pas du tout un gros expert, donc j'aurais pu parler uniquement de la partie économique, et avec la partie économique, bah, j'aurais pas pu faire une vidéo suffisamment longue. Donc j'ai profité de cette interview pour en parler un peu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.